Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Alors je vais vous refaire ma soutenance de mémoire, mais en version plus chill, détente, sans que ça soit trop indigeste pour vous. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai obtenu mon Master STAPS, entraînement et optimisation de la performance sportive, donc l'année dernière à Lille. Et au cours de ce master, on a dû faire un mémoire et j'ai comparé un entraînement classique en athlétisme en demi-fond. Donc l'entraînement classique, c'est les intensités prescrites via la VMA contre un entraînement aux sensations avec des intensités prescrites via l'échelle de 1 à 10 de Borg. Donc le but de la vidéo, c'est que ça soit digeste, comme je le disais. C'est pas de refaire la soutenance mot pour mot, c'est que vous compreniez comment je fonctionne, comment j'adapte mes méthodes en fonction de moi, en fonction de mon groupe, donc des coureurs de marathon, semi-marathon, jusqu'aux coureurs de 400-800. Les sensations au service de la performance, un entraînement aux sensations est-il plus efficace qu'un entraînement classique en demi-fond? Donc pour contextualiser la situation, j'arrive dans un nouveau milieu, j'ai des nouveaux athlètes, je suis dans un nouveau club. C'est la première fois que je suis entraîneur de demi-fond officiellement avec des coureurs de 800, etc. Donc comment j'adapte l'entraînement avec des athlètes que je ne connais pas? Comment je propose le plan le plus adapté pour ces débutants, pour des athlètes qui parfois n'ont jamais fait d'athlète, qui reviennent de blessures, etc. Donc en tant qu'entraîneur, pour moi c'est primordial d'individualiser au mieux l'entraînement, car l'entraînement, c'est aussi un monde d'incertitude sur le plan physique, sur le plan moral, et chaque athlète est différent. Donc on doit coller au mieux à l'énigme du sujet qu'est l'athlète, donc à sa singularité, mais aussi à sa façon d'entrevoir sa pratique. Parce qu'il y a une vision différente entre ce que l'entraîneur peut percevoir de l'entraînement et la compétition. Ça a été mon cas cette année. Et ce que l'athlète peut voir de la compétition. Donc c'est pas toujours évident et il faut savoir s'adapter à l'athlète et parfois ça casse. Certains athlètes reviennent de blessures, donc ils ont perdu tous leurs repères, toutes leurs capacités physiques. Donc des fois on repart de 0, même de -10. Donc il faut s'adapter. Pareil, on a des conditions environnementales à Lille qui sont parfois compliquées. On va avoir du vent, de la pluie, du froid, des fois de l'humidité. Donc comment j'adapte l'entraînement en fonction de ces conditions environnementales? Et comment je prescris des intensités, des distances, des temps à des athlètes novices où j'ai aucune donnée les concernant? C'est là que je me suis posé la question, comment je peux adapter les séances selon les conditions internes et externes qui englobent et entourent les athlètes. Donc l'entraînement aux sensations m'est venu dans la tête pour apprendre aux athlètes à mieux se connaître, à mieux se connecter, voire se reconnecter avec soi-même et donc oublier ça, la montre, se détacher des allures, se détacher de la fréquence cardiaque, car comme a dit Johan Diniz, les datas et les données c'est bien, mais à un moment ça peut rendre dingue et t'oublies le cerveau, alors que le cerveau c'est lui qui te fait avancer et c'est le cerveau qui peut te faire transcender le jour J et faire donc une performance. Donc on a assisté à l'hégémonie et l'émergence des pays africains. Tous les records mondiaux sur piste du 800 mètres au 10 000 mètres sont détenus par des Africains et sur route du 5 km au marathon. Et en seulement 20 ans, le pourcentage d'Africains dans le top 100 mondial est passé de 16% à 94% sur marathon. Donc ça c'est issu de l'étude de Marc en 2014. Mais alors pourquoi on a cette hégémonie? Alors on a le fartlek. Donc le fartlek il a été amené par Ulmer dans les années 1930. Donc ça correspond à un jeu de liberté, à une course sensation finalement. Car effectivement à cette époque on n'avait pas de montre, on n'avait pas de GPS. Donc c'était difficile d'évaluer son allure sans ses repères connectés. Donc est-ce que le secret des Kenyans, ce serait pas d'avoir conservé cette méthodologie première du fartlek non codifiée sur des sentiers vallonnés au Kenya, en écartant parfois les séances pistes pour faute d'accès, mais en se reconnectant juste avec leurs sensations et pas en regardant la montre, vu que le GPS n'est peut-être pas fiable là-haut. Donc on a deux modèles de la performance. Donc on a le modèle traditionnel où la fatigue physique dans les muscles nous oblige directement à ralentir ou nous arrêter. Et enfin, on a le modèle de Marc Ora où lui, c'est l'effort qui connecte la fatigue physique à la performance. Ce qui signifie que quoi que ce soit qui altère notre perception de l'effort, tels que les messages subliminaux, la fatigue mentale, etc., peut affecter notre endurance indépendamment de ce qui se passe dans nos muscles.
Donc la perception de l'effort physique, nos sensations, c'est l'arbitre final. C'est la seule chose qui compte. Si l'effort nous semble facile, alors on peut aller plus vite. S'il paraît trop difficile, soit on abandonne, soit on ralentit. Les 4 facteurs limitants selon BIA Training, donc Véronique BIA, dont je vais m'inspirer pour créer les séances de perception de l'effort, les sensations. Donc le premier facteur limitant, ça va être la perception de la charge. Donc c'est nos fonctions cognitives, c'est la capacité de connaître nos allures, d'accélérer, ralentir en fonction de ce qui se passe réellement dans notre corps et dans notre tête. Donc c'est le facteur qui contrôle notre gestion de l'effort. Enfin, on va avoir l'efficacité cardiovasculaire. Donc ça c'est le facteur, la rapidité à laquelle nos variables physiologiques sont capables de redescendre pendant et après un effort. La force, c'est tout simplement la force développée par nos muscles à chaque appui au sol. Donc elle est primordiale pour atteindre VO2 max et la solliciter et l'améliorer sur des durées plus importantes. Et enfin, on va avoir l'acidose, donc c'est la capacité à réitérer des efforts intenses, à tolérer les toxines et être capable de relancer en toutes circonstances. Alors, on va avoir 3 méthodologies d'entraînement principales en athlétisme. Le VO2 max, donc c'est la capacité fonctionnelle du système de transport de l'oxygène, donc assimilation, transport, utilisation. Il va déterminer la puissance du système aérobie. Or, je vais y revenir après, mais Lacour en 1990, bon, ça date un peu, mais il a démontré que la corrélation entre le VO2 et la performance est non significative entre 2 coureurs ayant une VO2 max similaire. Donc, VO2 max n'est pas le facteur majeur limitant de la performance. Enfin, on va voir la fréquence cardiaque. Donc sa mesure, elle correspond aux contractions cardiaques qui sont censées diminuer au repos et à l'effort pour une même vitesse, grâce à l'entraînement qui permet un volume d'éjection systolique plus important. Donc les athlètes, ils vont souvent tendre à avoir la FC de repos la plus faible possible, et si celle-ci augmente, alors l'interprétation qu'on va en faire, ça va être une récupération incomplète. Or, l'inverse, c'est vrai aussi. Une baisse trop importante de l'AFC peut être en lien avec un surentraînement par exemple. Et enfin, on a la méthodologie d'entraînement que j'ai choisie, donc ça va être la perception de l'effort. Donc la perception de l'effort, elle est définie comme l'intensité subjective d'effort, d'inconfort, de pénibilité qu'a un sujet en réponse à des stimuli lors d'un exercice physique. Et ça correspond à un niveau de pénibilité ressenti au cours d'un effort. Donc Borg, il définit cette perception par le Rating Perception Exertion, donc RPE, qui est traduit comme le taux de perception de l'épuisement. Donc on connaît plusieurs échelles, donc il y a une échelle de 0 à 10, de 6 à 20, de 0 à 20, de 0 à 100 même. Mais là j'ai choisi donc l'échelle CR10, donc c'est une notation allant de 0 à 10, 1 sur 10, qui a été construite pour améliorer l'échelonnement des intensités les plus extrêmes. Donc elle a l'avantage de pouvoir distinguer les intensités les plus élevées, donc difficiles à maximales, et à faciliter la communication et la compréhension chez les sujets, contrairement à l'échelle de 0 à 20. En tout cas, c'est mon point de vue à moi. Et donc j'ai choisi l'échelle de Foster qui est réadaptée par rapport au CR10 de Borg, qui a une description verbale plus spécifique au domaine sportif, où le 10 est caractérisé par un effort similaire à la compétition la plus dure vécue par un sportif. Donc on se rapproche vraiment de la réalité et de ce que je veux que les athlètes fassent en compétition. Il n'y a que le 10 sur 10 qui est réservé à la compétition. Les limites de l'entraînement classique, et donc pourquoi je veux me diriger vers un entraînement basé sur les sensations. Alors, on a des facteurs internes et externes qui englobent l'athlète, comme je l'ai dit précédemment. Donc on va avoir les blessures, le mode de vie, les conditions environnementales, le fait qu'il soit novice, l'état psychologique de l'athlète, tout ça, c'est à prendre en compte pour adapter l'entraînement. Or, avec le VO2 max, par exemple, qui n'est pas un bon prédicateur de la performance selon plusieurs études. En 98, une étude de Jones s'est intéressée à l'évolution du VO2 max d'un athlète de niveau national pendant 5 ans. Et là aussi, on remarque que le VO2 max donc, n'est pas un bon prédicateur de la performance, car le sujet a amélioré son temps de 46 secondes sur le 3000 mètres, tout en voyant son VO2 max diminuer de 72,8 à 66,7 ml par kg par minute.
Et ce constat, il peut se faire aussi chez les internationaux, avec l'évolution de la VO2 max de Paul Radcliffe, donc c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien recordman du monde du marathon. En 2003, donc son VO2 max il a baissé de 5 ml par minute par kilogramme en 2 ans. Et pourtant, c'est à cette période-là de l'année qu'elle a effectué tous ses records du 3000 mètres au marathon. Donc cela, ça s'expliquait en grande partie par l'amélioration de son économie de course pour une même vitesse. Elle dépensait donc moins d'oxygène pour la même vitesse au fil du temps. Et une étude de 2005 vient encore plus conforter le fait qu'il y a une limite chez VO2 max, c'est qu'elle semble très peu évoluer dans le temps, surtout chez les athlètes entraînés, et même parfois chez les débutants. Donc les études montrant l'inverse, elles s'attachent surtout sur une efficacité de courte durée, donc sur une durée de 6 mois à 1 an, donc uniquement sur de l'entraînement à court terme. Or là, on est sur du long terme et sur de la performance. Concernant les limites de la fréquence cardiaque, l'intensité d'effort elle est prescrite de la même manière que la VMA, donc par rapport à des pourcentages de FC max, qui elle aussi au final n'est basée que sur des formules théoriques qui contient une fourchette d'erreur de plus ou moins 10 battements par minute. Donc de la même manière, les allures de compétition, elles sont proposées par un pourcentage de fréquence cardiaque maximale. Or, ça revient à courir un 10 km à 190 battements par minute. Donc là, t'es là, tu regardes ta montre, tu te dis « Oh putain, je ralentis, je suis à 185 battements par minute. J'accélère, peu importe, mais je cours par rapport à une FC donnée par une montre. » Non, la FC, elle suit des fluctuations au cours de l'effort et surtout si la stratégie de course conduit à des changements de rythme. C'est pas du tout fiable. Donc la méthode, elle fait face à des facteurs qui vont venir remettre en cause sa fiabilité. Les fractions d'effort trop courts ne vont pas permettre la stabilisation de la fréquence cardiaque, comme la température, l'humidité, la pression atmosphérique, l'altitude, l'alimentation, le stress, le type et la surface de parcours. Ça va induire des erreurs dans l'analyse de la fréquence cardiaque et donc celle-ci, elle peut pas être considérée comme un facteur fiable de l'intensité d'effort. Alors là, on rentre sur la partie scientifique, donc je vais essayer d'être assez clair pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Donc les hypothèses, c'est ce qu'on émet pour le mémoire. Donc H1, c'est que la performance sportive en demi-fond pourrait être améliorée grâce à un entraînement fondé sur la perception de l'effort. H2, c'est les athlètes ayant suivi un protocole d'entraînement sur les sensations corporelles ont obtenu une amélioration supérieure que les athlètes ayant suivi un entraînement classique VMA. Et H0, l'hypothèse qu'on ne veut pas valider, c'est il n'existe aucun lien entre un entraînement aux sensations et une performance sportive. Donc nous, on veut valider l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2 et rejeter l'hypothèse 0. Concernant les sujets, donc on a un groupe témoin et un groupe expérimental. Donc le groupe expérimental, c'est l'entraînement aux sensations. 5 sujets dans les deux groupes. J'ai essayé d'avoir le groupe le plus homogène possible. Forcément, on doit faire face à l'adaptation. Je suis un nouvel entraîneur. Il n'y a pas beaucoup de jeunes et en plus, je dois faire face donc à des disciplines qui sont parfois différentes. Des coureurs de route, 10 km semi et des coureurs de 400-800. Donc forcément, ça peut fausser l'étude, il faut le prendre en compte là-dedans. Le protocole, première étape, c'est de déterminer la performance sportive via un test. Et j'ai choisi le test du demi-Cooper, donc qui consiste à courir 6 minutes pour parcourir la plus grande distance possible dans un temps imparti. Donc ce test, il s'effectue donc sur une piste normée de 400 mètres, donc sur mon lieu de stage à Tourcoing. Pourquoi j'ai choisi le demi-Cooper? Pour plusieurs raisons. Sa reproductibilité. Le test, il est simple à mettre en place et il est facile à reproduire pendant la saison. Sa compréhension, les athlètes ils comprennent facilement la logique interne de ce test qui est de fournir un effort maximal pendant 6 minutes pour parcourir le plus de mètres possible en 6 minutes. Donc contrairement au test VAMVAL où je suis... Le test VAMVAL, il passe pas. Où il y a beaucoup d'athlètes qui parfois ont des difficultés à comprendre la gestion de l'effort et surtout quand ils ont des difficultés à se situer par rapport à des plots et un signal sonore qui conduit l'allure à suivre. Donc en lien avec cette difficulté, je ne souhaite pas que les athlètes ajustent leur allure en fonction d'une contrainte qui est le signal sonore. Car c'est contraire à ma logique d'entraînement. Un entraînement en sensation, c'est se faire confiance pendant 6 minutes pour peut-être réajuster son allure car le départ il est soit trop rapide, soit trop lent. Ce qui n'est pas possible sur d'autres tests triangulaires. Donc ici sur le demi-Cooper, sur le test de 6 minutes, l'athlète il est libre d'imprimer son propre test
Et selon le modèle du gouverneur central proposé par Gros-Lambert en 2014, le cerveau de l'athlète va lui permettre de gérer et surtout réguler son effort selon plusieurs facteurs, donc par exemple son expérience personnelle, la connaissance de la durée d'effort restante, etc. Donc le test VAMVAL, pour moi c'est un test triangulaire qui demande aux sportifs de partir à une vitesse très lente, puis d'accélérer progressivement chaque minute jusqu'à l'épuisement. Or le schéma de compétition, donc la logique interne de notre sport, ça ressemble pas du tout à ça, c'est pas une vitesse progressive, on part pas très lent et on finit pas à bloc entre guillemets. Le sportif en compétition, il doit généralement appliquer un départ rapide pour varier ses allures, pour finir très vite sur la fin. Deuxième étape du protocole, on va faire un mésocycle de 6 semaines axé sur le développement des 4 facteurs limitants que je vous ai présentés dans l'introduction. Donc le groupe classique, lui, il va suivre des intensités prescrites via un pourcentage de VMA. Et le groupe sensation va suivre des intensités prescrites via le RPE, donc via l'échelle de CR10, donc des allures allant de 0 à 10, donc 0 étant un effort nul et 10 étant un effort similaire à la compétition. Et au bout de ces 6 semaines, troisième étape, on va réitérer le demi-Cooper test après 24 séances et on va constater ou non une amélioration des performances grâce à l'entraînement. Alors, les résultats, c'est la partie chiante pour moi, surtout que je suis pas très mathématicien, etc. et j'aime pas trop les statistiques, mais je vais en parler pour pas que ça soit trop dur pour vous. Tout simplement, ce que vous devez comprendre, vous regardez le graphique, il y a une amélioration des performances avant, après de chaque sujet post-entraînement, donc pour le groupe sensation et aussi pour le groupe classique. Donc selon les statistiques, via le test de student intra-groupe, les deux méthodes d'entraînement semblent efficaces, mais moi je me suis pas arrêté à des statistiques, j'ai voulu faire des statistiques via des pourcentages, et on peut voir que sur les pourcentages, le groupe sensation s'est plus amélioré que le groupe classique. Donc pour moi, le groupe sensation, la méthode de sensation est plus efficace, légèrement plus efficace que une méthode d'entraînement classique via ces pourcentages. Alors, un paramètre qui aurait pu changer les résultats du test 6 minutes, ça va être le facteur adversité, qui peut devenir un facteur motivationnel. Or, l'effort fourni va dépendre de la motivation potentielle qui va pousser l'athlète à tenir son effort perçu maximal le plus longtemps possible. La tolérance des sensations physiologiques, elle peut être modulée par des facteurs psychologiques comme la motivation et la présence d'adversaires. Donc ça, j'avais pas précisé, mais le test se faisait de manière autonome pour pas fausser les résultats. Un autre facteur limitant du test, ça va être la stratégie de course adoptée. Ça, c'est un facteur que je ne peux pas contrôler. Il a été démontré que réduire la vitesse pour l'augmenter de nouveau permet soit d'augmenter encore VO2, soit d'augmenter la durée du plateau à VO2 max. Et d'autres facteurs comme la fatigue mentale sont à prendre en compte. Donc d'après l'étude de Marcora en 2009, il a été démontré que lorsque le cerveau est fatigué par une tâche épuisante mentalement, les performances se voyaient diminuer jusqu'à 15% sur un test de contre-la-montre en vélo stationnaire. Et cela, ça s'expliquait tout simplement par le fait que lorsque le cerveau est fatigué, exécuter un effort physique devient plus difficile dès le début de l'effort. Donc l'effort perçu se voyait augmenter et les différences de variables physiologiques n'étaient pas notables. Donc la fréquence cardiaque, la pression sanguine, le taux de lactatémie, la consommation d'oxygène, donc le VO2 max, et les niveaux de motivation étaient également les mêmes. Donc la fatigue mentale, elle est difficilement mesurable, mais elle constitue un facteur limitant la performance d'endurance, en particulier si par exemple les athlètes sont en période d'examen. Et l'entraînabilité de l'endurance du cerveau, elle reste possible. Le cerveau, il deviendrait plus adaptable à une fatigue mentale, tout comme le corps qui s'adapte à l'entraînement et devient résistant à une fatigue physique. On va avoir aussi plusieurs limites par rapport aux méthodes de prescription. Alors moi, c'est mon avis à moi. Le RPE de 0 à 10, ça va être différent aussi d'une intention d'effort et une intention d'allure par rapport à ce que l'acceptation de l'athlète va avoir. Alors, je m'explique. Tout simplement, je vais dire à un athlète, tu vas faire un effort, tu vas faire 5 minutes à allure 5 sur 10. Donc, ça va se retranscrire via, tu vas me faire 5 minutes à une intensité moyenne, mais si on va vers des notions, par exemple, très difficiles, le mot très difficile va être mal perçu par certains athlètes.
ça va être vu négativement. Ils vont se dire ah il faut que j'aille dans une zone très difficile, ah ça va être dur. Alors que si on met une intention d'effort par exemple comme très rapide, ça va être mieux accepté par l'athlète pour digérer l'effort à faire. Et la dernière limite, c'est par rapport à la prescription d'allure facile. Tout simplement, il a été démontré donc dans une méta-analyse qu'il y a un décalage entre ce que prescrit l'entraîneur à allure facile et ce que fait réellement l'athlète. Donc en général, l'entraîneur juge mal l'intensité facile, l'athlète est plus dans une zone moyenne que facile. Donc il faut faire attention à ça pour les intensités prescrites de 0 à 5. Alors les perspectives futures, donc maintenant on est déjà dans le futur, mais je vais vous les donner quand même. Alors ce que je voulais faire de base, c'était de comparer donc via une thèse quelle méthode d'entraînement aux sensations était la plus efficace parmi celles que je vous ai présentées, donc via une échelle de CR10, donc de 0 à 10, via des intentions d'effort, donc d'allure facile, allure moyenne, allure difficile, et allure rapide, lent, très rapide. L'autre thèse que j'aurais voulu faire, c'était quel impact aurait un entraînement adapté, individualisé sur l'endurance du cerveau. Il y a des études qui ont été menées par Marc Aura, mais c'était un peu barbare. Ça consistait à faire des tâches, appuyer sur un bouton sur un ordi 1h30 et d'enchaîner avec une spé marathon par exemple. Donc je trouve que c'est pas très reproductible par rapport à une activité physique. Et enfin, quelque chose qui m'intrigue énormément, d'où le nom de la chaîne No One is Limited, c'est est-ce qu'on peut devenir plus tolérant à la douleur? Et si oui, quel facteur neurophysiologique joue un élément clé dans cette tolérance à l'effort et jusqu'où on peut la repousser? Parce que selon moi, donc vous pouvez lire mon mémoire, il y a une partie sur le cerveau et sur la tolérance à l'effort. Les deux athlètes qui auront le même niveau, c'est celui qui aura celui qui aura la plus grande tolérance à la douleur qui arrivera à gagner en fait à chaque fois. Et c'est aussi la plus grande qualité des demi-fondeurs, je trouve. Quand tu regardes un Jimmy Gressier ou un Eliud Kipchoge, ils ont une tolérance à la douleur, c'est incroyable. Je pense qu'il y a beaucoup le vécu sportif, le vécu à l'enfance, le mode de vie qui peut influencer ça. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça qui peut mener à ça, mais ça en fait partie. Et ça m'intrigue énormément. Donc pour conclure, donc statistiquement, l'entraînement basé sur la perception de l'effort semble améliorer la performance après 6 semaines d'entraînement, tout comme l'entraînement à la VMA. Donc il n'y a pas une méthode plus efficace qu'une autre. Or, en tant qu'entraîneur, après analyse individuelle des résultats, pour moi la méthode de sensation, donc elle me semble plus efficace pour la performance parce que je m'éloigne de la monotonie. Il faut savoir que l'entraînement VMA, c'est les fameux 10 x 400, 20 x 400, etc. etc. C'est chiant quoi. Au bout d'un moment, tu tournes autour d'une piste, toujours la même chose, toujours la même allure, les mêmes récup. Et en plus, tout le monde te donne ça. Comment tu fais pour distinguer? Moi, mon ambition, c'est d'être entraîneur un jour national ou en tout cas d'amener un mec aux Jeux Olympiques. Bon moi j'ai envie de me distinguer des autres, je suis jeune entraîneur en plus, donc des fois on va te dire tu connais pas tout, les anciennes méthodes. Ah ouais, les anciennes méthodes c'est bien, mais à un moment faut évoluer avec le temps, faut savoir aussi s'attacher à la science, parce que déjà les études qui sont menées en 2010-2015, c'est déjà vieux, donc j'imagine pas les études qui sont menées en la VO2, ça doit être 1960, peut-être même avant. Donc il faut se réinventer tout simplement, il faut surprendre l'athlète. Si tu lui mets tout le temps la même chose et que si l'athlète sait déjà ce que tu vas faire à l'entraînement, pour moi il n'y a plus de magie, il n'y a plus de plaisir. Et que ce soit pour moi ou pour lui, le plaisir c'est essentiel. Il faut que je sois content de venir à l'entraînement, de donner des séances créatives, de surprendre l'athlète, surprendre l'athlète en permanence. Pour moi c'est un des rôles de l'entraîneur aussi à faire avec l'athlète. Et aussi, l'avantage de cette méthode pour moi, c'est de mieux se connaître. Moi personnellement, donc j'ai testé cette méthode sur moi avant de la faire. Je peux vous dire, j'ai plus besoin de regarder la montre. Je sais que je suis allure moyenne, je sais que ça correspond à mon allure semi. Mon allure difficile, je vais tendre vers une allure 5-10 km, etc., etc. Et ça va pouvoir me permettre d'aller au-delà de mes limites.
Parce que je sais que 10 sur 10, je me demande en fait, est-ce que tu es vraiment à 10 sur 10 en compète? Et ça, vous pouvez vous répondre à cette question, est-ce qu'en compète, vous êtes vraiment à 10 sur 10? Je pense qu'il n'y a personne quasiment qui est à 10 sur 10, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui sont à 9, 8 à l'entraînement. Or, c'est pas ce qu'on vous demande en fait. On vous demande un état de fraîcheur mentale et physique en compétition pour pouvoir être à 10 sur 10 et vous donner à 100%. 100%. Si vous voulez faire une performance, il faut dépasser vos limites. Il faut avoir un seuil de tolérance à la douleur qui est énorme. Et je trouve que l'entraînement en sensation, ça permet de mieux repousser ses limites en tout cas. Et peut-être que c'est ça qui m'a permis de faire 1h09 au SMI. Je sais pas, je peux même pas expliquer comment j'ai pu relancer parce que je pensais que j'étais mort et au final j'y ai cru jusqu'au bout et peut-être que cette méthode m'a permis de faire ça et que une méthode classique ne m'aurait peut-être pas permis de faire ça ou via un autre chemin. En tout cas, libre à vous de choisir votre méthode. Moi, c'est la mienne. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions concernant cette soutenance, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci et à plus.